Alors je le disais, nous allons aborder un sujet clé qui est celui de l'insertion économique dans un contexte qui est celui de maîtrise de dépenses publiques. Il y a une question évidemment qui s'impose de plus en plus désormais, c'est le coût de l'insertion économique. Et aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des dispositifs qui, avec beaucoup de présupposés et d'idées reçues, comme par exemple le fait que certains de ces dispositifs seraient très coûteux, voire inefficaces. Parmi les clichés, il y en a un qui est extrêmement tenace, qui est celui de l'immigration, ou plutôt du poids de l'immigration supposée dans les politiques d'insertion économique. Alors, dans ce débat, dans cette table ronde, on va vouloir voir ce qu'il en est réellement, ce que disent les chiffres et ce que disent les faits. Donc je me permets quand même de présenter chacun d'entre vous. Hippolyte Dalby, bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'ESSEC Business School. Thierry Marx devait nous rejoindre, il va sans doute arriver bientôt, qui est donc un grand chef français, mais aussi entrepreneur. Amir Reza Tofighi, bonjour. Vous êtes président de la CPME. Helmut Mood, bonjour. Vous êtes économiste et président de l'université Paris-Dauphine PSL. Paris Sciences et Lettres, pardon. Teddy Travers, bonjour. Vous êtes entrepreneur et fondateur de Thatch. Alors, comme je le disais à l'instant, quand on parle de clichés dans le domaine de l'insertion économique, sans doute l'un des plus tenaces, c'est celui concernant l'immigration, où l'immigration pèserait extrêmement cher dans le coût des politiques d'insertion. Hippolyte Dalby, c'est vrai ou pas ? C'est en partie vrai. Donc, les immigrés, vous voyez, c'est 11% de la population, les étrangers, c'est 9% de la population. Donc, s'ils bénéficiaient comme les autres, en fait, de ces politiques, eh ben, ils représenteraient environ 10%. Mais ça a été dit juste avant. Non, alors parfois pour des bonnes raisons et souvent pour des très mauvaises raisons qui sont en grande partie liées à la discrimination. Eh ben, ils sont plus souvent dans des situations de précarité, ils sont plus souvent dans des situations où ils ont besoin d'être accompagnés pour trouver un emploi. Néanmoins, vous voyez, si on fait un calcul très simple, je veux dire, si leur probabilité de bénéficier de cette aide était 2 fois plus élevée que le reste de la population, ce qui est déjà énorme, ça vous ferait un ratio de 2 sur 11, c'est-à-dire 18%. Donc oui, ils ont une part qui est supérieure à leur taux démographique, mais ce n'est pas non plus la majorité, ce n'est pas l'essentiel de ces dépenses d'insertion. Et alors, est-ce que, on va appeler un chat et on va aller à l'encontre, comment dirais-je, du politiquement correct, mais en même temps pour éclairer les citoyens qui nous regardent, est-ce que l'immigration légale coûte ou rapporte davantage à l'État ? Alors globalement, elle rapporte. C'est-à-dire lorsqu'on prend le coût et les bénéfices, en fait, la balance est plutôt positive. Alors vous me parlez de l'État, en fait, de toute la sphère publique, d'une certaine manière. C'est vrai que l'insertion économique, c'est un tout petit budget. Oui, dans le budget de l'État, ça c'est quand même vraiment très petit. L'essentiel, typiquement, c'est les retraites. 25% de la dépense publique, c'est les retraites. Les étrangers sont moins à la retraite que les autres, donc ils bénéficient moins de ces dépenses-là. Sur la santé, en fait, aussi, comme ils sont plutôt plus jeunes et ils ont moins de dépenses de santé, puis même lorsqu'ils ont des besoins de santé, en fait, ils ont un taux de recours aux soins qui est plutôt inférieur. Donc la dépense est plus faible. Et puis alors il y a aussi le fameux élément de l'éducation, parce que presque par définition, un immigré c'est quelqu'un qui arrive vers 20 à 25 ans, donc il ne coûte pas, si je puis dire, en termes d'éducation. Et donc ça c'est un bénéfice sur les dépenses publiques. Donc si on poursuit sur les chiffres, ça veut dire que l'immigration contribue positivement à l'État en termes économiques? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que ça se mesure? Oui, bien sûr, ça se mesure. Donc, là, il y a le volet dépenses, mais il y a aussi le volet recettes, qui paye des impôts. Oui. Alors, combien ça coûte? Combien ça rapporte?
alors, je vais vous le dire un tout petit peu différemment, d'accord? Je vais vous le dire en net comment ça fait. Donc, c'est vrai que ça rapporte, ils payent des impôts comme tout le monde, etc. D'ailleurs, lorsqu'on fait en fait un dispositif de regroupement familial, il faut bien voir que le regroupement familial, c'est une dépense qui après est faite en France et qui génère de la TVA. Vous voyez, si la famille est à l'étranger et qu'il y a un transfert vers l'étranger, ceci ne rapporte pas. Mais c'est surtout en fait aussi parce qu'ils ont un bénéfice sur l'activité économique, vous voyez, ils pourvoient des emplois qui ne sont pas pourvus, qui génèrent une activité induite. Donc on peut mesurer de façon comptable combien ça rapporte, combien ça coûte, mais il faut, pour bien le faire, prendre en compte ces effets induits. Si j'ai besoin d'un étranger en cuisine et que si j'ai personne en cuisine, du coup j'aurai personne en salle. Donc la personne nationale qui est née sur place, vous voyez, qui est en salle, il a du boulot. Si il y a quelqu'un en cuisine. On va y venir, c'est les tensions sur le marché de alors, l'emploi. Mais vous avez raison, vous voulez les chiffres. C'est un élément très important. Mais si on devait essayer de donner une mesure en matière de, je sais pas, en point de PIB, est-ce qu'on c'est quelque chose qui peut oui. Oui, moi je l'ai fait dans des travaux. Donc on mesure en fait le taux d'immigration en pour 1000. Donc 1 pour 1000, s'il y a une augmentation de 1 pour 1000 du taux de migration, ça veut dire à peu près 70 000 personnes, si vous voulez, on est 70 millions. Ça rapporte 0,25% de plus en PIB par tête. Mais alors, et ça fait à peu près 100 euros, donc c'est pas beaucoup. Ça fait à peu près 100 euros de plus par personne, si vous voulez, du fait de l'immigration. Ça, c'est en PIB. Et en solde du déficit public, c'est 0,15 points de PIB. Donc on est sur des effets qui sont positifs, sur des effets qui sont robustes. On le trouve dans beaucoup de pays, etc., y compris la France, mais qui ne sont pas énormes. D'accord ? Et ce n'est pas une recette magique. On ne va pas s'enrichir grâce à l'immigration, mais d'ailleurs, elle n'est pas faite pour ça. D'accord ? Et ce serait même un peu gênant de se dire on va avoir recours à l'immigration parce qu'on a besoin de soutenir notre croissance. Non, il faut prendre le système un peu différemment. Je veux dire, on a de l'immigration. L'immigration, elle est causée, elle provient de multiples motifs qui sont individuels, qui sont personnels. Ce sont des choix individuels. Et nous, pays d'accueil, on peut se détendre. Ça ne nous appauvrit pas. Alors, Helmut Moon, quand on entend ça, que donc l'immigration, en fait, d'un pur point de vue économique, apporte des contributions positives à la société française, pourquoi, malgré ces données, en fait, les discours liés à l'immigration restent très polarisés et, comment dirais-je, pas extrêmement, mais plutôt négatifs dans des clichés qui ont la vie dure? Oui, alors, je crois que... Alors, la question est assez complexe, c'est pour ça que c'est difficile à interpréter. Je viens de faire une tribune dans Le Monde la semaine dernière qui dit, le titre, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est « On rend l'immigration responsable de problèmes liés au rejet de la mondialisation ». Donc, en fait, ce qu'a dit mon collègue Hippolyte Dalby, c'est quelque chose qui est persistant dans les mesures d'impact de l'immigration. C'est toujours un impact relativement positif. Il ne faut pas non plus exagérer l'aspect extrêmement positif, mais c'est un impact positif parce que, effectivement, comme tu l'as très bien dit, la démographie de l'immigré, de l'immigration, n'est pas la même que celle des autochtones. En d'autres termes, si vous prenez la pyramide des âges, elle est très déformée vers ceux qui sont en âge de travailler chez les immigrés. Donc, effectivement, ils rapportent plus qu'ils ne consomment. Alors que la démographie des autochtones, on le voyait bien avec le débat sur le vieillissement de la population, elle est beaucoup plus aplatie, elle est très nombreuse chez les personnes retraités qui ont besoin de soins et assez nombreuses, relativement nombreuses, chez les enfants, ce qui n'est pas le cas des immigrés. Alors pourquoi d'un seul coup, depuis une dizaine d'années, en gros, il y a une exacerbation des rejets de l'immigration? D'abord parce qu'il existe un échec des politiques structurelles qui n'ont rien à voir avec les politiques d'immigration ni d'éducation, mais qu'on affecte à l'immigration.
Exemple. Exemple, tout à l'heure, Saïd a parlé des écarts de chômage territoriaux, ce qui est parfaitement vrai. Les immigrés sont arrivés à quelle époque, massivement? On est allé les chercher dans les années 50-60, au moment de la grande croissance du Fordisme. On les a localisés où? Dans des zones industrielles, pour la plupart. On a fait ensuite venir leurs familles. Et pour une partie d'entre eux, la localisation dans des zones périphériques où se trouvaient les usines se sont traduites par le départ de ces usines. Je trouve que j'ai pas mal travaillé sur les délocalisations. Et la désindustrialisation est le premier facteur qui explique une relative fragilité plus grande de la perception qu'on a de l'immigration par rapport à celle des populations autochtones. Mais quand vous regardez la masse des immigrés et des descendants d'immigrés, c'est pas parce qu'ils ont un taux de chômage relativement plus élevé que les autochtones que globalement ils ne réussissent pas. La réussite des immigrés, elle est absolument, des descendants d'immigrés, elle est très forte. Simplement, c'est pas ce qu'on observe. On observe les zones territoriales dans lesquelles il existe de gros problèmes. Et ces problèmes sont dus d'abord à l'échec des politiques du marché du travail et à la désindustrialisation. Je rappelle que dans les années 70, on avait à peu près 30 à 35% de points de PIB dans l'industrie manufacturière. On n'en est plus qu'à 11% aujourd'hui. Donc il y a eu une désindustrialisation massive. Il y a eu aussi un échec des politiques d'aménagement du territoire. On a mis beaucoup d'argent dans les politiques d'aménagement du territoire. Il faut bien reconnaître que ça a échoué. Il y a eu un échec des politiques du logement. Il y a eu un échec, donc parce qu'en fait les gens ont été relativement laissés sur place, assignés à résidence pour la plupart, sans infrastructure. Et évidemment, la fragilité de ces zones, c'est celle que l'on observe le plus dans les médias. C'est là-dessus que se focalisent les débats publics. Mais vous supprimeriez l'immigration. Ces éléments-là sont magnifiés d'une certaine façon, Exactement. sont grossis par le personnel politique comme le personnel médiatique, ce qui crée une forme de confusion versus, en fait, les chiffres et les faits. Ben voilà, si vous raisonnez par territoire, c'est en effet, il y a des territoires qui sont en difficulté dans lesquels certaines populations sont surreprésentées. C'est un phénomène relativement récent de l'histoire du capitalisme français. On date à peu près ce phénomène de superposition entre les inégalités territoriales, sociales et ethniques, il faut bien le reconnaître, à partir de la seconde moitié des années 80. C'est là qu'il y a eu vraiment des effets de ghettoisation. Encore une fois, pour moi, c'est très lié à la désindustrialisation. Si vous regardez Mantes-la-Jolie, Renault a fait venir des gens, et puis Renault est parti, et les gens sont restés pour la plupart. Donc il y a ça. Il y a un deuxième facteur majeur que j'explique dans cet article, c'est que les années 90, de 1990 à 2010, on a eu 20 ans d'hypermondialisation. Ces 20 ans d'hypermondialisation se sont traduites au niveau mondial, avec des différences d'un pays à l'autre, par un effet qu'on appelle de polarisation. C'est-à-dire que les classes moyennes, blanches en particulier, ont perdu dans cette mondialisation, c'est le cas aux États-Unis, et l'emploi des peu qualifiés dans les services et l'emploi des très qualifiés s'est plutôt accru. Donc cet effet de polarisation s'est traduit par une frustration extrêmement forte de la part des classes moyennes. Tous les partis d'extrême droite de par le monde reprennent cette thématique dans les pays de l'OCDE. Il y a des différences ensuite dans la nature des partis d'extrême droite d'un pays à l'autre. La France, ce n'est pas la même chose. Il y a en France des piliers qui sont liés à la période de collaboration et à la période également de la guerre d'Algérie, qui restent très puissants. Mais globalement, le rejet de l'immigration à travers la confusion entre les effets de la mondialisation et les effets de l'immigration, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout. Donc en fait, le problème, c'est que cette perte de repères des classes moyennes, ce déclassement des classes moyennes et de leurs enfants, s'est traduit par un rejet de l'autre. Et le rejet de l'autre le plus immédiat, c'est celui que vous observez au journal de 20 heures. Et pas forcément d'ailleurs à côté de chez vous, parce que plus vous avez des immigrés autour de vous, moins vous votez pour ces partis d'extrême droite. Et moins vous en avez, plus vous êtes éloigné de l'immigration, plus vous votez pour les partis d'extrême droite. Donc ces phénomènes à décortiquer sont extrêmement importants. Du coup, si vous voulez, moi je conclus que même si vous arrêtiez l'immigration aujourd'hui,
complètement, vous ne régleriez absolument pas les échecs des politiques structurelles, celles des marchés du travail, celles du fait qu'il y a des territoires qui sont en chômage résiduel persistant de masse et des territoires dont on va en parler qui sont en difficulté de recrutement et qu'on ne trouve pas forcément d'ajustement. Immigration ou pas? Toute la problématique de l'économie moderne, de l'économiste, d'ailleurs le prix du jeune économiste qu'on a remis au Cercle des économistes, parce qu'il se trouve que Polyte et moi sommes membres du Cercle des économistes, travaille l'un des... Adrien Bilal travaille beaucoup sur ces histoires qui m'ont moi obsédé pendant beaucoup de temps, ces histoires d'ajustement. Ces problématiques de non-compensation des chocs. Donc quand vous avez un choc de la mondialisation, de la délocalisation, il n'est pas compensé par de la mobilité du travail d'un territoire à l'autre. Donc ceux qui sont dans des territoires en difficulté, on avait écrit un article utilisant une base de données de 12 millions de personnes, où on expliquait qu'il existait une double inégalité. Les plus fragiles sont localisés dans les territoires les plus fragiles et ont une probabilité de mobilité beaucoup plus faible que les CSP+, qui eux sont localisés dans des territoires plus favorisés et en plus ont la capacité de mobilité beaucoup plus grande. Donc ces ajustements complexes, c'est ça qui pour moi fait que l'économiste ou le chercheur essaye d'alimenter un débat rationnel pour y trouver des solutions qui soient efficaces, mais le débat public, lui, orienté par les médias et par les partis d'extrême droite en particulier qui font leur commerce du rejet de l'immigration, eh bien, empêche de voir la réalité. Et ce serait contre-productif pour tous. Alors, dans la réalité économique, Amireza Tofigui, dans les PME, la problématique de l'immigration, est-ce que c'est un sujet ou au contraire, c'est vécu plutôt comme un enrichissement par les patrons d'entreprise? Alors déjà, bonjour à tous. Je pense qu'il y a une réalité très concrète dans les entreprises aujourd'hui. Chaque année, on a 300 400 000 emplois non pourvus. Donc le sujet, il n'est pas vraiment l'origine de la personne, en fait. Il est juste d'avoir les compétences. On a dépassé tout ça aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on trouve la personne qui a le savoir-être? Le savoir-faire, à la limite, on peut former les gens. Mais il faut sortir de ce schéma. Bien évidemment, la diversité apporte toujours quelque chose de bon pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, le vrai sujet des entreprises, c'est de trouver des collaborateurs indépendamment de l'origine. D'accord, donc en fait l'immigration n'est pas un sujet en soi. Le problème, c'est de pouvoir pourvoir aux emplois pour lesquels on a besoin de compétences. N'est pas un sujet en soi, c'est-à-dire? Non, je veux dire, on disait que l'immigration était surreprésentée dans les médias comme étant un problème structurel, comme étant l'une des causes des problématiques économiques que nous vivons, et dans la réalité des entreprises, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit ou on le perçoit. Bon, de toute façon, on voit qu'aujourd'hui, dans un moment où la société est quand même très fracturée, l'entreprise est un des derniers lieux de cohésion sociale. Donc, ces sujets qui sont en dehors de l'entreprise et qui font débat, dans l'entreprise, les gens, c'est un collectif, ils travaillent ensemble. On a besoin de trouver des collaborateurs qui sont impliqués. Moi, je suis assez convaincu que c'est jamais un sujet où, quand ça l'est, on parle de quelques cas, mais globalement, aujourd'hui, on voit que l'entreprise, c'est un lieu de cohésion. Alors, vous parliez de certains métiers qui sont en tension, où effectivement des chefs d'entreprise ont du mal à recruter. Il y a notamment certains secteurs, comme la restauration, où 20% des jobs dans la restauration sont notamment occupés par une main-d'œuvre immigrée, souvent d'ailleurs une main-d'œuvre illégale. Qu'est-ce qui explique cette réalité? Par exemple, je prends le secteur de la restauration, comme je pourrais en prendre d'autres, mais parce que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui explique cette réalité d'avoir des métiers aussi peu pourvus et donc un recours à l'immigration aussi, développé? Alors moi, mon activité à moi, c'est de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Donc je peux vous dire qu'il y a des régions où on explose les 20%. En région parisienne, on est plus proche des 80 ou 90 que du 20%. Plein de raisons. J'ai envie de dire plein de raisons, mais oui, il y a des métiers qui sont plus pénibles et parfois c'est plus compliqué de trouver des personnes en France qui veulent le faire. Donc oui, la population immigrée parfois va faire des métiers que certains ne veulent pas faire. C'est une réalité sur certains métiers où c'est culturel. Pour l'aide à domicile, parfois c'est plus culturel dans certaines cultures de personnes qui viennent de certains pays. Donc c'est différentes raisons en fonction des métiers. Donc ça veut dire que là, je dirais par là, c'est que ne pas avoir d'immigration serait
aurait quoi comme conséquence pour l'ensemble de ces métiers? Il suffit de tester. Je pense que si on arrête l'immigration là dans les restaurants à Paris, dans l'aide à domicile pour les personnes dépendantes, ça va être très compliqué. Alors c'est dommage que Thierry soit pas là parce qu'on en a déjà parlé souvent ensemble. Il y a des pans de l'économie qui ne tourneraient pas aujourd'hui. Alors, vous savez, l'argument, moi je le connais en fait. On va nous dire, ah bah oui, parce que vous ne payez pas assez les salariés. Mais vous savez, Oui, ça c'est l'argument, effectivement. Oui, mais je vais y répondre tout de suite, comme ça je traite déjà le point. En fait, moi pour l'aide à domicile ou pour la restauration, c'est pareil. En fait, c'est l'acceptabilité du client sur le prix final. Moi, j'ai pas de sujet, on pourrait payer 20 ou 30% de plus nos auxiliaires de vie. Je ne garantis même pas qu'il y aurait forcément des salariés, mais si les clients à la fin sont prêts à payer le prix, pourquoi pas? Mais c'est toujours pareil, dans la restauration, si tout le monde est prêt à payer 2 fois plus son prix, j'ai envie de dire, tout le monde sera content de payer 2 fois plus son salarié, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de fidéliser les gens si on les paye beaucoup plus, mais à la fin, ça se répercute toujours chez le client final. Et donc il n'y a pas de magie en fait. Ces métiers-là, c'est des métiers qui ne sont pas forcément toujours bien payés, parce que à la fin, le prix derrière, que ce soit pris en charge lorsque c'est du social ou lorsque c'est le client qui paye, on voit bien qu'il y a une sensibilité au prix qui est très forte. Teddy Travers, vous partagez ce point de vue? Je vais reprendre ma casquette aux côtés d'économiste, et merci pour vos retours. Une casquette qui est d'un parcours industriel. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie. Parcours d'entrepreneur. Dans nos manufactures, vraiment, le travail de la main, et l'échange précédent était pertinent, et un territoire où aussi il y a très peu de chômage, puisque je suis en Vendée, le territoire juste en dessous de Nantes, on en reparlera, je crois, tout à l'heure. Deux points de contexte. Le premier, c'est que pour moi, entrepreneur, dirigeant industriel, c'est un faux sujet. En effet, le travail de la main et de ces filières professionnelles, il a été dénigré déjà depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi je constate au quotidien que les immigrés, ils sont d'ores et déjà indispensables à tous les niveaux de l'entreprise. J'ai en effet beaucoup d'exemples dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, pour ne pas répéter ceux qui ont déjà été cités, avec des ratios parfois jusqu'à 70-80% de l'effectif. Mais on pourrait également parler de nos médecins. Je crois qu'on est à 18% des médecins en France. Ce n'est pas que du travail de la main, c'est aussi un parcours éducatif, scolaire, qui nous a amenés à remplir des usines qui sont potentiellement délocalisées, mais qui sont encore là. Deuxième point de contexte, si j'en reviens à mes engagements d'entrepreneur à mission, c'est que les scientifiques sont formels, les migrations climatiques n'en sont qu'à leur balbutiement. La lutte pour la possession des terres, l'accès aux ressources naturelles, c'est une source grandissante de conflits, on le voit dans l'actualité, de l'Iran au Groenland, mais également en France avec, par exemple, l'eau et les méga-bassines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que ces deux points-là ils sont admis, on a deux scénarios possibles. Soit on est contre, on contribue, y compris au travers de nos entreprises, à construire des murs sur nos frontières, des murs éphémères, ignobles, autant que les barques sur la Manche. Soit on entreprend. On a les valeurs travail, les valeurs collectives dont on parlait à l'instant. C'est un formidable facteur d'insertion. Et les patrons de PME, ETI aujourd'hui font de l'insertion, peu valorisée, peu mesurée en termes d'impact, mais c'est déjà au cœur de nos sujets managériels au quotidien. Helmut Mou, quelle est la position du patronat français sur le débat sur l'immigration? Écoutez, moi, encore une fois, je suis professeur d'économie, donc moi, je ne défends pas l'immigration. Si vous me posez des questions, est-ce que l'immigration est utile ou pas, je peux vous répondre de manière très précise. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre les choses. Encore une fois, de les décortiquer. Vous avez cité votre taux de chômage, 4%, même pas 4%, parce que j'ai les chiffres là. Si je prends le Mont Blanc, c'est 3,9%. Les Herbiers, Montaigu, 4%, c'est chez vous ça. Voilà. Et si je prends, par exemple, effectivement, des zones beaucoup plus compliquées, 19% de Côte-sous-le-Vent en Guadeloupe, 18%, il y a des écarts extrêmement forts. Quand vous regardez les régimes d'immigration à l'échelle des pays européens et des pays de l'OCDE, dans cette interview dans Le Monde, j'ai essayé d'expliquer un peu les différents régimes. Vous avez, en gros, en Europe, deux types de régimes. Un régime d'immigration, c'est quand vous analysez l'immigration de manière longue, structurelle, dans une économie, en fonction de plusieurs paramètres,
la spécialisation du pays, dans quel type de secteur on est spécialisé, les besoins du marché du travail, donc les écarts entre les demandes d'emploi et les offres d'emploi. Vous avez cité 400 000 emplois non offerts. Moi, je suis resté encore à 300 000. Et pourtant, un taux de chômage qui reste quand même de 6, 7, 8%, c'est selon les régions. Donc ces écarts-là sont difficiles à comprendre pour les gens. Les gens pensent, et ceux qui en plus exploitent ça, pensent on a 10% de chômage, 7% de chômage, il suffirait de baisser le chômage. Mais non, mais ça pose quand même la question du fait qu'on ne peut donc pas se passer de l'immigration d'un pur point de vue économique. Je réponds juste sur les modèles. Donc, si vous prenez le modèle sud-européen, c'est des modèles de régularisation immédiate, et c'est des modèles d'immigration de masse. L'Espagne, le Portugal, l'Italie de Meloni a régularisé 500 000 personnes. C'est parce que les besoins du marché du travail sont des besoins qui s'expriment à court terme. Et vous prenez le modèle nord-européen, c'est plutôt des modèles de régulation. Le modèle canadien est aussi un modèle de sélection en fonction des besoins. Dans le cas du modèle français, on a un régime d'immigration qui tourne le dos à ses intérêts. C'est comme ça que je le dirais. On a, si vous prenez la répartition des flux d'immigration, chiffre du ministère de l'Intérieur, par catégorie, on met d'ailleurs les étudiants dedans, ce qui est une erreur, parce que les étudiants, ce n'est pas des immigrés, mais bon, puisqu'ils reçoivent des titres de séjour, on les comptabilise parmi les flux d'immigrés. Donc on a 380 000 flux d'immigrés entrants, on en a aussi qui sortent, donc en immigration nette, on en a beaucoup moins. Et si vous regardez la répartition, on a 33% d'étudiants, c'est la première catégorie. Ensuite, on a la deuxième, c'est la migration humanitaire, on est à 24%, et on a l'immigration familiale à 23,7%. Et puis l'immigration de travail, elle est juste de 14%. Comment vous expliquez ça? Vous avez un problème de besoin sur le marché du travail et la part de l'immigration de travail est très minoritaire. Ça a toujours été le cas. Parce qu'il faut, pour pouvoir employer un immigré, il faut qu'on réponde à la clause de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Donc en d'autres termes, que le préfet vous donne l'autorisation, vous devez le vivre dans vos entreprises. Donc en fait, le fait qu'il y ait une restriction sur l'immigration légale, alors que les besoins sont plus importants, fait que les employeurs, j'en reviens à votre question, je n'ai pas perdu votre question, monsieur, ça fait que les employeurs se tournent vers l'immigration illégale. Et ils se tournent vers l'immigration illégale de manière pas efficace, finalement, parce que, on le voit dans la restauration, quand vous voyez des manifestations dans lesquelles la CGT et le patronat font des manifs ensemble pour dire régularisons c'est parce qu'en fait les compétences se révèlent dans l'action. La plupart de ces immigrés qui ont été recrutés en situation illégale font bien leur job, ils sont appréciés par leurs patrons et les patrons veulent leur régularisation à un moment donné. Parce que la situation irrégulière et pas une situation de sécurité, c'est pas une situation. Donc, on augmenterait beaucoup l'efficacité productive si on légalisait davantage. Donc, on a un modèle qui tourne le dos à ses intérêts. On sait quels sont les besoins, mais on restreint les besoins. On fait même plonger des gens dans la clandestinité. Ce matin même sur France Inter, il y avait un reportage sur le fait qu'on ne donnait pas les renouvellements. Donc on a des trappes à la clandestinité. Et ensuite, évidemment, on va crier contre l'immigration clandestine. Donc il faudrait prendre le courage d'avoir une politique qui, à court terme, parce qu'à long terme, il y a d'autres solutions que l'immigration. Il faudrait réformer le marché du travail, mieux former, donner des compétences, etc. Il y a toute une série de solutions. L'immigration n'est pas la seule solution au problème, mais à court terme, elle se pose comme une solution, mais plutôt que de la régler de manière honnête en disant, ben voilà, ouvrons, donnons plus de visas de travail, et à ce moment-là, régulons nos offres par l'immigration légale, on préfère recourir à l'immigration illégale, qui pose évidemment toute une série de sujets et de questions de fragilisation des populations elles-mêmes qui sont employées dans cette situation. Voilà. Amireza Tefigui, vous partagez ce point de vue? Ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que sur l'immigration du travail, qui est finalement celle qui apporte de la création économique directe, tout de suite, c'est celle qui est la plus compliquée. Et au final, nous, c'est vrai qu'on pourrait dire, à la limite, voilà les différents métiers sur lesquels on a besoin d'avoir 10, 20, 30 000 personnes. Et on s'engage à recruter, à les former. Mais dès qu'on commence à parler de ça, on voit bien que c'est un sujet qui tend, parce qu'en fait, ça ramène sur le sujet de l'immigration sur le point de vue sociétal, alors que nous, on prend sur le point de vue économique, en disant, mais on vous dit juste qu'il y a des besoins, que globalement, c'est des gens qui vont travailler. Ce qui m'amène à mon deuxième point, que tout à l'heure Teddy disait, c'est que le travail, c'est le meilleur vecteur d'intégration. Donc globalement, la personne qui travaille dans la société, c'est la personne qui va s'intégrer rapidement.
Et donc c'est dommage qu'au final, en effet, c'est l'immigration par le travail qui est pénalisée. Alors par contre, j'ai jamais vu de manifestation CGT et patronat. Ça là pour le coup. Peut-être un autre syndicat de travailleurs. Mais, peut-être, mais... C'est arrivé dans le textile. Ok. Mais globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un sujet immigration globalement qui est un sujet sociétal, et il y a le sujet de l'immigration du travail, des besoins des entreprises, et sur lesquels c'est compliqué en France d'avoir un débat un peu apaisé, parce qu'on mélange les deux, alors que les deux sujets sont un peu à part. Non, mais Bon. ne serait-ce que de pouvoir expliquer pourquoi on aurait besoin d'immigration sans être dans un débat de passion et d'émotion, c'est quand même très éclairant. Je vais vous donner un exemple. Mon exemple m'a choqué, parce que justement, c'est pour ça que c'est compliqué de parler du sujet d'immigration-travail. Je vais donner un exemple d'un autre pays, parce que mon meilleur ami habite à Singapour. Singapour, c'est très très simple. On arrive à Singapour parce qu'on a un travail, c'est tout de suite automatique. On perd le travail, on a 3 mois pour trouver, sinon on repart chez soi. C'est des choix qu'ils ont fait en disant, il y a une immigration et travail qui est totalement tolérée, encourager tout ce qu'on veut. En tout cas, lui, il n'a pas eu de problème dès qu'il avait trouvé du travail. Mais par contre, si la personne ne travaille plus et que elle repart dans son pays. Je ne dis pas qu'il faut mettre ça, mais je vous dis que c'est des stratégies d'immigration par le travail qui ont été créées et qui du coup simplifient énormément, quoi, en disant la personne elle veut venir, elle veut travailler, en fait qu'elle vienne travailler, et après elle ne veut plus travailler, ou après elle repart, quoi. Et donc, pour moi, il faut un peu séparer les deux sujets. Si on veut avoir un débat apaisé, il faut séparer le sujet de l'immigration et l'immigration par le travail. Sachant qu'encore une fois, je répète, mais je vois rien de mieux que l'entreprise pour intégrer quelqu'un dans une société. Alors, on va avancer, parce qu'on parle d'insertion économique, et l'insertion économique, ça ne concerne évidemment pas que l'immigration, loin de là, et les clichés concernant l'insertion économique ne se réduisent pas aux problématiques d'immigration. L'une des idées ou des idées préconçues les plus répandues, c'est en gros, ça coûte cher et c'est pas efficace, ça rapporte pas à l'État. C'est vrai ça encore ou pas, IPI d'Albi? Bon, alors c'est vrai que le cliché de ça coûte cher, on peut toujours le faire parce que tout coûte cher. Il n'y a rien qui coûte rien. Ouais. Donc, non, mais sinon, dans on n'en cette parle période pas. de maîtrise des dépenses publiques, mais vous avez tout à fait raison. L'insertion par l'activité économique, qui est un petit peu un programme phare, c'est 1,3 milliard, 150 000 personnes, etc. Mais c'est un parmi de nombreux dispositifs. Il y a à peu près une quinzaine de dispositifs pour l'insertion économique. C'est un coût de 13 milliards. Si je le compare à une autre politique publique en faveur de l'insertion, qui sont les allègements généraux. C'est-à-dire que, notamment autour du SMIC, en fait, il y a une très forte baisse des charges sociales. Ces allègements généraux, c'est 65 milliards. Donc, donc on est sur cet ordre de grandeur. Après, je veux dire, c'est pas parce que c'est moins cher qu'autre chose qu'il ne faut pas l'évaluer. Et comme tout dispositif, en effet, il faut se poser la question de sa pertinence et toujours chercher à l'améliorer. Et il y a beaucoup de rapports, ça fait partie des politiques publiques qui sont les plus regardées. Et il y a souvent des rapports. Et lorsque vous demandez à quelqu'un de faire un rapport, d'essayer d'évaluer une politique publique, presque par définition, il va trouver ce qui ne marche pas. Il ne faut pas interpréter ce rapport comme étant « Ah ben, vous voyez, c'est de la gabegie ». Quand on le mesure, qu'est-ce qu'on constate alors? Il y a quelques... Alors, alors, quand on est sur les publics les plus fragiles, les plus éloignés de l'emploi, on ne peut pas s'attendre à avoir du 100% de réussite. Ça n'existe pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer différents dispositifs. Par exemple, l'insertion par l'activité économique, qui offre un emploi et puis un accompagnement, on pourrait le comparer à un territoire zéro chômeur, qui est aussi une autre façon de remettre en fait en scène les gens en leur donnant une activité, une approche un petit peu en leur donnant un emploi et donc une activité, une place dans la société. Et alors la bonne mesure, ce qui est intéressant, c'est de voir si, une fois après qu'on leur ait donné cet emploi, d'une certaine manière, qu'on les ait employés, est-ce qu'ils restent dans l'emploi.
territoire zéro chômeur, eh ben, on s'aperçoit qu'il reste un peu plus longtemps. D'accord ? Les taux de perte d'emploi en fait, sont plus faibles que le dispositif d'insertion par l'activité économique. Donc ça, c'est intéressant. Et puis un deuxième point, c'est qu'on voudrait savoir si ces personnes ils sortent du dispositif. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont obtenir un emploi qui, lui, n'est pas aidé. D'accord ? Et c'est ça qui est... là, c'est le contraire. En fait, territoire zéro chômeur fait un peu moins bien, alors que le dispositif d'insertion par l'activité économique fait mieux. D'accord ? Donc, avec l'insertion, on maintient un peu moins en emploi, mais on a des sorties vers le non-aidé qui sont plus forts. Donc, voilà, il faut voir ce qu'on veut. Alors, je vais poser ma question différemment. Pardon si elle vous parlait un peu brutale ou grossière, mais qu'est-ce qui se passerait si ces dispositifs d'insertion économique n'existaient pas ? On serait dans une autre société. Si tout s'arrêtait, on aurait plus de pauvreté, plus de précarité. On a une société aussi, on s'est habitué à des dispositifs d'accompagnement public. Hein. Donc si on enlève les 13 milliards dont vous parlez, il se passe quoi en fait ? On a combien de personnes qui tout d'un coup viennent massivement c'est colossal, quoi. Je sais plus. Il y a 6 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc vous avez une grosse, il y a énormément de gens qui bénéficient plus de dispositifs. Là, je parlais des dispositifs qui étaient pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Bien donc sûr. on était pour l'insertion économique à 150 000 personnes. Mais il y a des gens qui bénéficieraient plus de ça. Donc on aurait plus de précarité, plus de pauvreté. On peut rêver dans l'idée, ça leur donnerait un espèce de coup de fouet et puis là, ils retrouveraient par eux-mêmes de l'emploi. Moi, j'y crois pas trop. Je veux dire, je pense que c'est une rhétorique qui est un petit peu fausse. Et donc, on aurait une société plus injuste. Teddy Travers, est-ce que vous pensez que les dispositifs d'insertion vont dans le bon sens en France ou pas ? Là aussi, je reste à ma place d'entrepreneur, Bien assez sûr. loin potentiellement de la construction de ces outils-là. Ce que moi je constate, si j'en reviens à mon métier, c'est qu'il est difficile de mesurer notamment une part de cotisants invisibles, immigrés ou non, d'un travail caché, de boîtes d'intérim étrangères qui sont à du 70-80 heures par semaine et qui font tourner nos usines aujourd'hui. Tout ça, c'est difficile. Et c'est du cotisant c'est un modèle de financement de la protection sociale qui, du coup, est fragilisé. Une masse salariale qui est déclarée dans un cadre unique, le CDI à temps plein, mais qui, par ailleurs, a plein de gabegies, plein de fuites, avec des fractions croissantes de l'activité économique pour les polyactifs, pour les travailleurs hybrides, pour des indépendants, pour les immigrés, qui sont en dehors de tout ce que l'on pourrait capter, mesurer et mettre sous contrôle. Helmut, vous pensez que ces dispositifs vont dans le bon sens ou il y aurait des modifications à apporter ? Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ces dispositifs, donc je réponds qu'aux questions que je connais bien. Donc ce n'est pas mon sujet. En revanche, ce que dit Hippolyte sur le fait qu'en comparaison avec d'autres pays dans lesquels il n'y a pas de ce type de dispositif, on voit les effets. On voit que les effets sont beaucoup plus graves pour les populations. Et donc ces dispositifs, s'ils ont été mis en place, c'est aussi parce qu'ils ont une certaine utilité. Mais il me semble que la comparaison internationale apporte des réponses à ce sujet, parce qu'il y a là aussi des modèles de pays dans lesquels les dispositifs sont plus ou moins structurés. Mais ce n'est pas des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé récemment, et donc je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, en revanche, c'est que les difficultés de recrutement dont on a parlé tout à l'heure, quand on regarde le taux de tension sur le marché du travail, et dont vous parliez aussi pour les Bonjour, Thierry PME, ces taux de tension sont quand même extrêmement variables. On a 1,07, on vendait 1,07 dans la Manche, 0,89 dans la Moyenne. C'est là où les taux de tension sont les plus forts. C'est la DARES qui mesure ça en 2024. Et les départements peu tendus sont le Nord, Hérault, dans lequel il y a du chômage structurel. Dans ces endroits-là, du fait de l'absence de mobilité du travail, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé,
de mobilité interrégionale complètement absente. S'il n'y avait pas ces dispositifs, la situation serait effectivement aggravée dans ces territoires très concentrant des zones de chômage structurel. Voilà, c'est ça que je pourrais vous répondre. Thierry Marx, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes... Non, vous inquiétez pas. Mes excuses. Donc on est en plein sujet sur les politiques d'insertion économique, après avoir parlé de l'immigration. Vous êtes à la tête de nombreux établissements, d'entreprises, d'écoles, de centres de formation. Est-ce que vous pensez que les dispositifs d'insertion économique vont dans le bon sens aujourd'hui en France ou pas ? Elles vont dans le bon sens, oui. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faudrait accélérer un petit peu le fléchage des financements pour des personnes qui en ont vraiment besoin au sujet de la formation et au sujet de l'inclusion. Mais il y a quand même un effort qui est fait qu'il faut poursuivre. Ça me paraît évident. Quand vous dites fléchage, vous avez des idées, enfin des exemples spécifiques en tête ? Je trouve que le fléchage des OPCO, des organismes de formation, n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il devrait. Il est fléché sur des gens qui sont déjà à l'emploi, alors qu'il faudrait, il ne faut pas le négliger, mais en tout cas, il faudrait l'accélérer sur des personnes qui sont éloignées d'un projet métier. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de toujours parler d'emploi. Moi, l'idée de ce que nous avons dans nos écoles, c'est de ramener des gens dans un projet métier qui les ramène à l'emploi. L'emploi par défaut, aujourd'hui, ne sert plus à grand-chose. Si on veut en faire un moteur d'inclusion, et l'artisanat est un fort moteur d'inclusion, il faut continuer à ouvrir un petit peu les vannes de ces OPCO, fléchés dans une meilleure direction pour qu'on puisse faire de l'inclusion dans de bonnes conditions et de ramener des personnes qui sont des fois très éloignées d'un projet métier en précarité, en grande précarité ou dans un statut qui est un statut qui n'est pas vraiment un statut d'ailleurs, des gens qui sont en situation de ne pas pouvoir être embauchés en France parce qu'ils sont en situation d'immigration. Donc est-ce que d'après vous, on mesure suffisamment l'impact des politiques d'insertion aujourd'hui ou pas ? Non, on ne le mesure pas suffisamment. D'ailleurs, il faudrait commencer à le mesurer en termes de l'entreprise. Aujourd'hui, mesurer la croissance d'une entreprise, bien sûr qu'on sait le faire dans nos KPI et dans nos EBITDA, mais on devrait aussi mesurer notre impact social et notre impact environnemental. Une entreprise doit pouvoir faire de l'inclusion dans de bonnes conditions. C'est un moteur fort et dans lequel les entreprises aujourd'hui sont convaincues qu'il faut qu'elles accélèrent le mouvement. Mais si on accélère aussi la taxation sur l'inclusion, ça devient très compliqué pour les entreprises de pouvoir le faire. Quand on voit le coup de rabot déjà qu'il y a là sur la formation professionnelle, eh bien on s'inquiète sur ces sujets. Vous partagez ce qui vient d'être dit, notamment Teddy Travers ? Complètement, on sent la parole de l'entrepreneur pour qui le fléchage de la formation est un axe fort et qui aujourd'hui est complexifié par une surcouche administrative qui nous amène à se priver des financements, à former, à créer nos écoles et à avancer sur de la formation en interne, puisque la complexité est trop forte. Il vaut mieux se prendre par la main, former un collectif potentiellement de PME sur notre bassin, sur nos compétences, et puis aller créer les écoles dont on a besoin. Amireza Tofigui, est-ce que vous pensez qu'il faut conditionner les financements publics à la preuve d'impact pour ces politiques d'insertion ? Alors déjà, le point de base, c'est que investir sur l'insertion dans l'entreprise ou dans le travail, c'est toujours un bon investissement. C'est déjà le point de départ. Et au-delà du côté solidarité, c'est un côté déjà économique. C'est de dire c'est un investissement qui rapporte à l'économie. Donc après, bien évidemment, il faut le mesurer. L'argent public est rare, donc il faut mesurer la capacité à ce qu'il soit bien investi, bien utilisé. Après, pour répondre à votre question, quand on dit conditionner, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, parce que typiquement, lorsqu'on fait de l'apprentissage et qu'on va chercher des personnes loin de l'emploi, on a un accompagnement. Parfois, ça ne marche pas parce que l'entreprise ne peut pas tout contrôler. Hein. On est une entreprise. Si on enlève l'accompagnement que l'entreprise a eu, finalement, elle va arrêter de le faire. Elle va se dire je prends un trop gros risque. Donc, je ne sais pas ce que ça voudrait dire conditionner, mais ça pourrait finalement avoir un effet contre-productif. En gros, comme le disait Thierry Marx, c'est-à-dire à un moment donné, comment on peut mesurer l'efficacité de certaines politiques
et de mise en place de politiques d'insertion. Oui, alors je ne maîtrise pas assez bien par rapport à tout ce qui existe comme, on va dire, comme outil de pilotage et de mesure ensuite. Mais moi, ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles ont, lorsqu'elles sont accompagnées, elles mettent en place souvent beaucoup de mécanismes justement pour intégrer, alors que ce soit par rapport à l'apprentissage, mais pas forcément aussi sur beaucoup d'autres mécanismes. Et donc, il faut juste faire attention à ce qu'on n'enraye pas la machine en mettant des contraintes supplémentaires sur les entreprises, qui prennent un risque à chaque fois lorsqu'elles font ça. Je comprends. Hippolyte Dalby. Ben, un bon dispositif serait un dispositif dont on sort. D'accord ? Lorsqu'on réfléchit au système, c'est si vous avez une intervention de l'État, ben, vous ne voulez pas que cette intervention de l'État elle dure toute la vie de la personne. D'accord ? Ça, ce ne serait pas forcément bien. Et de ce point de vue, territoire zéro chômeur, qui est un dispositif qui est assez coûteux, vous voyez, il maintient en fait beaucoup dans l'emploi aidé. Et donc, de ce point de vue, c'est moins avantageux. Après, vous êtes un territoire qui bénéficiait d'une certaine manière du dispositif. Si on vous dit maintenant on arrête le dispositif, pour les élus, pour les acteurs du territoire, on va dire ça va être un petit peu la catastrophe, quoi, parce que nous, on ne va plus l'avoir. Vous avez pu l'évaluer tant que vous voulez et vous dites qu'il y a une dépendance, certes, mais mon territoire, il a tel ou tel problème. Et donc, moi, je n'ai pas envie qu'on arrête le dispositif. Et donc, il faut bien voir que ce n'est pas que l'évaluation qui est le juge de paix, c'est tout un ensemble d'acteurs. Et puis, si je reviens sur cette politique, qui n'est pas un dispositif d'insertion, mais ce que sont les allègements généraux, c'est-à-dire la baisse, quasiment l'élimination en fait, des cotisations pour les salariés au SMIC. J'ai une dépendance complète, quoi, je veux dire, à ça. Je veux dire, si demain on se dit il faut payer 40% de charges, voilà, il y a toute l'industrie, il y a tous les secteurs qui emploient les gens au SMIC qui sont dans une situation qui sont très compliquée. Donc on est resté, on a créé un système duquel on est devenu dépendant. Helmut, vous vouliez... Non, je voudrais dire, ce qui a été dit est juste, ces dispositifs devraient être temporaires pour les individus. Je voudrais citer un dispositif qui marche bien et qui est le dispositif d'apprentissage et d'alternance. Ça marche très très bien. C'est un des éléments de la politique publique française qui marche. Je vous vois tiquer, Thierry Marx. Ouais, je parle de ce que j'observe à l'université. Et en particulier à l'université. Même à l'université, ça marche bien. On pense que ça devrait... Ça a été évalué, les résultats sont plutôt bons. C'est-à-dire que les employeurs... Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent voir des gens qu'ils connaissent, puisque les compétences, à la différence des qualifications, se révèlent dans l'action, dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'alternance marche bien. Lorsque à Dauphine, on a beaucoup d'apprentis, 1500 apprentis. Bon, évidemment, c'est un peu spécifique, mais ça marche très très bien parce que ça évite les discriminations à l'embauche, sur le nom, sur le territoire d'origine. Et l'appareillement avec les compétences est plus aisé, globalement. Alors après, je ne dis pas que dans certains endroits, ça peut être plus compliqué. Mais c'est un dispositif qui marche bien. Ce dispositif, il faut le maintenir. C'est un dispositif structurel, parce que les individus qui y passent, eux, ne dépendront pas de ça. Parce qu'ils sont formés en apprentissage en master pendant 2 ans, puis après, ou une année, puis après, ils sont intégrés dans l'entreprise comme en CDI. Donc voilà, mais il est dévoyé. Il est dévoyé par des chasseurs de primes, par des institutions privées qui viennent dans l'enseignement supérieur, par exemple, utiliser les primes de l'apprentissage pour pouvoir former des gens mal. Et ça, il faut vraiment chasser les chasseurs de primes. Donc il y a des biais structurels à certains dispositifs qu'il faut connaître bien et qu'il faut... Considérez-vous qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle de ces dispositifs C'est très difficile d'avoir, en effet, un contrôle non pas sur l'effet de l'apprentissage lui-même, mais sur ceux qui opèrent. Voilà. Et là, il y a une loi qui est en cours, mais qui a été reportée malheureusement, pour chasser ce que j'appelle les cavaliers libres, ceux qui rentrent dans l'enseignement supérieur par des voies détournées, l'immobilier ou l'apprentissage. Mais lui-même, ce processus d'apprentissage qui n'est pas durable pour les individus, mais durable pour les systèmes de formation et pour les entreprises, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Dernier mot, Teddy Travers. Sur la conditionnalité du financement public, c'est un point qui est porté... par le mouvement Impact France, et je sais qu'Amir en a échangé aussi avec Pascal Demurger sur le travail, cette capacité à remettre du travail, et le mot on a parlé tout à l'heure sur la désindustrialisation.
Aujourd'hui, on a un décrochage, on l'a vu depuis PIB, sur l'industrialisation. On a cette capacité à avoir généré un risque de souveraineté de l'Union européenne sur notre capacité à produire. Je soutiens, et je crois que c'est sorti le 4 mars 2026 sur la Commission européenne, ce qu'on a appelé l'IAA, l'Industrial Accelerator Act, c'est-à-dire cette capacité à la conditionnalité des financements de l'Europe à des projets qui sont industriels en Europe et qui sont respectueux de critères sociaux et environnementaux. Et c'est aussi en fléchant, pour reprendre le terme, ce financement public-là sur des entreprises et sur des activités qui sont soutenables, responsables, qu'on va amener à recréer le travail associé à ces personnes. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce débat. C'était donc le dernier débat de ce sommet. J'appelle maintenant, en guise de mot de conclusion, Agnès Audier et Tony Bernard d'Impact Tank. Merci infiniment.